beaucoup de plaisir qu'on vous accueille pour donc cet ouvrage Politique et Société. C'est presque réciproque. Un ouvrage que vous avez donc, qui est le fruit de 12 entretiens que vous avez menés avec le pape François. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, Dominique Volton, je vous présente en quelques mots. Vous êtes un directeur de recherche au CNRS, un chercheur, et vous êtes notamment un spécialiste de la communication. Et vous êtes aussi le directeur de la revue Hermès. Vous avez commis, comme on dit, quelques ouvrages qui ont marqué les esprits, notamment chez nous, notamment celui-ci qui est Le choix de Dieu, les entretiens que vous avez menés avec le cardinal Lustiger, c'était en 1987. Mais vous aviez aussi... En 1987. Non, tout à fait. 1987, mais auparavant, en 1981, vous aviez aussi dialogué avec le philosophe Raymond Aron. Et puis, enfin, en 1994, avec Jacques Delors, j'ai publié aux éditions Odile Jacob. Alors, ma première question, Dominique Volton, vous avez été très régulier pendant ces dernières années, entre 1981 et 1994, avec l'envie de dialoguer avec des hommes qui ont marqué leur temps. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de renouer avec finalement cette envie de dialoguer à nouveau et avec un grand de ce monde, avec un homme important? Alors d'abord bonjour, je suis content d'être là. Non, en fait, les livres d'entretien que j'ai faits ont pris plus de temps que mes livres personnels, donc c'est un vrai choix à chaque fois. En gros, il faut 2 ans, 2 ans et demi. Donc on m'a proposé beaucoup de livres après Raymond Aron et Jean-Marie Lustiger et Jacques Delors. Et bon, je suis d'abord intéressé par mon propre cheminement de recherche. Alors, ce qui m'intéresse dans ces 3 personnages avant d'arriver au pape, c'est que bon, c'est des personnalités qui ont marqué leur temps sur le plan intellectuel et politique, parce que c'est mon domaine de compétence, le rapport entre la culture, la communication et la politique. Et à vrai dire, je n'avais pas d'intention particulière de refaire, on m'avait proposé des livres qui ne m'intéressaient pas, donc j'étais plutôt sur mon propre cheminement. Alors, pourquoi j'ai fait une exception pour le pape? C'est une grosse exception parce que c'est 2 ans et demi. C'est parce que, comme je suis intéressé par la question de l'Église catholique, je travaille beaucoup sur la mondialisation et la diversité culturelle, donc l'Église est franchement catholique, et les chrétiens en général sont les seuls qui ont systématiquement une vision mondiale des choses, donc ils sont en avance sur la mondialisation telle qu'elle apparaît depuis une vingtaine d'années. Donc ça m'intéresse, l'apport de la culture chrétienne et catholique. 2, c'était un pape jésuite et le premier de l'histoire, et 3, c'était un pape latino, ce qui changeait radicalement, parce que c'est la première fois qu'il y a un pape non européen. Et ce qui m'a convaincu de faire quelque chose avec lui, c'est quand j'ai vu qu'il avait une capacité de communication d'une simplicité évidente, extrêmement laïque, très peu religieuse, et qui mordait tout de suite dans les opinions publiques partout dans le monde. Donc, un homme qui est capable de parler de manière aussi simple, aussi peu religieuse, aussi compréhensible, et aussi avec une telle présence, du point de vue d'un chercheur en communication politique, c'est extrêmement rare. Et comme j'étais plutôt d'accord avec ce qu'il disait, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas lui proposer un livre. Mais par contre, j'ai serré l'objet du livre, un livre du dialogue, sur les rapports entre politique et société. Mais j'ai quand même mis plus de 6 mois à construire le plan d'un livre. Et je lui ai envoyé, je ne le connaissais évidemment pas, je lui ai envoyé le plan du livre. Voilà ce que je vais faire avec vous, voilà qui je suis, j'ai envoyé un CV, donc une lettre d'intention. Et je crois que je n'ai même pas envoyé de mes livres. Donc c'était un document assez court, j'ai envoyé. Il a répondu là-dessus, favorablement. Donc je pense que s'il a séduit, c'est un projet de livre. 2, un projet de livre avec un français, un intellectuel français, un scientifique français, agnostique. Donc pas italien, pas religieux, pas journaliste. Et ça, donc ça c'est l'expérience intellectuelle qui a dû lui plaire. Puis après, il s'est produit une rencontre humaine qui était relativement inattendue parce que quand je l'ai vu tout de suite, ça a été réciproque. Bon, il y a une espèce d'atome crochu qui a fonctionné, mais quand même parler avec un pape, c'est pas évident. Hein. Une fois c'était difficile, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et on ne savait pas quand est-ce que ça s'arrêtait. Alors je lui avais dit, est-ce que vous êtes d'accord sur le plan du livre? Il m'a dit oui, donc je dis on va suivre le plan du livre. Donc moi je suis assez scolaire. Hein. Donc les chapitres 1, il y avait à chaque fois 3 thèmes, c'était assez... Je suis rationnel quand même. Et alors évidemment on débordait, on allait à droite, à gauche, il faut revenir. Et puis
moi j'avais retenu que le pape faisait des audiences de 20 minutes, donc la première fois je m'attendais à ce qu'au bout de 20 minutes, il écoutait au revoir monsieur. Je n'étais même pas certain qu'il allait me dire je veux vous revoir. J'étais dans un bazar psychique invraisemblable quand même. J'étais impressionné, intimidé, mais le contact avait tout de suite marché, c'est vrai. Dans ses yeux, il a des yeux pleins d'amour, de tendresse, de force, de gentillesse quand même. Pas mal, vu son âge, j'ai vu ce qu'il a vu de la douceur humaine. Je vais prendre la formule la plus neutre. Voilà, donc je pense qu'il ne savait pas combien de temps ça durerait, moi non plus, encore moins moi que lui. Et en fait, finalement, c'est le plan du livre qui nous a servi de guide. Alors voilà le décalage. Pourquoi? C'est parce que moi j'étais parti dans mes recherches. En fait, c'est très éprouvant un livre comme ça. Même ça avait été éprouvant pour Aron, un livre d'entretien, avec Lustiger, a fortiori, parce que j'étais dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Delors, c'était pas marrant non plus, parce qu'à l'époque, il était président de la Commission européenne, donc il était un peu arrogant sur le bord. Moi, j'arrivais et cherchais avec ma seule force, qui est mon indépendance d'esprit. D'ailleurs, c'est avec Delors que j'ai senti le plus le pouvoir, pas avec le pape. Paradoxalement, la simplicité du pape est invraisemblable par rapport à... Le président de la Commission européenne, c'était quelque chose à l'époque. Hein. Donc ça a été lourd aussi. Et alors, avec Delors, c'était formidable, parce que sans aucune stratégie de sa part ni de la mienne, on a sorti le livre 3 mois avant le début de la campagne. Tout le monde était persuadé qu'il était candidat, tout le monde était persuadé qu'il allait être élu, tout le monde était persuadé que j'avais fait volontairement ce projet. Donc j'ai eu énormément d'amis entre septembre et décembre 95. Voilà. Alors énormément de souvenirs d'école maternelle, de crèche, de n'importe quoi. Et bien un jour il a dit non, j'ai perdu tous ses amis qui n'en étaient pas. Bon, là je vais voir ce que ça va donner avec le pape. Je crois que c'est plus compliqué quand même. Mais parce que la question spirituelle. Et voilà la raison pour laquelle en fait, je ne sais pas où j'ai eu l'énergie parce que pour faire ce travail qui était énorme et secret, j'ai continué à faire ma vie scientifique normale. Donc je suis passé 2 ans et demi de fatigue invraisemblable. Je n'aurais pas du tout l'expérience, mais... Alors dans ce livre, de nombreux thèmes sont abordés, vous venez de dire, hein, 12 entretiens, mais qui correspondent à peu près à autant de chapitres. Alors ce qui frappe tout d'abord dans cet ouvrage, mais ça vous êtes longuement exprimé dessus, mais ce qui ressort vraiment, c'est la rencontre humaine que vous avez eue avec le pape François. C'est vraiment quelque chose qui transparaît. Même dans la forme, vous avez une forme qui a été volontairement conservée dans sa spontanéité, pour qui vraiment retranscrit un petit peu ce dialogue finalement qui s'est construit à bâton rompu pendant 2 ans et demi. Vous attendiez à... Est-ce que vous attendiez à rencontrer quelqu'un en particulier quand vous êtes allé voir le pape François? Non. J'avais regardé, j'avais lu un peu ce qu'on disait autour de lui, ce qu'il avait pu dire, mais j'ai une technique intellectuelle qui consiste à ne pas trop me faire embarquer par ce qui a été écrit sur Raymond Aron, qui était à l'époque, vous vous en souvenez pour les plus anciens, étiqueté comme étant l'épouvantable de droite contre le génie de Sartre qui était à gauche. Donc je connaissais à peu près le débat politique intellectuel. Bon, sur Jean-Marie Lustiger, plus je lisais, plus je dépaumais. Parce que moi je suis sorti de l'Ancien Testament, c'était pour rêver sur le Nouveau, bref, le destin de Lustiger n'était pas simple. Et alors sur le pape François, il y en avait 300 000 km3. Donc j'ai dit, ok, je commence et je m'arrête. Je préfère mon intuition. Et en fait, j'ai une expérience scientifique quand même qui est forte. Ne serait-ce que ces 3 livres et puis tout ce que j'ai pu écrire sur la communication publique, culturelle. Donc non, je n'avais pas de représentation a priori. Si c'était extrêmement favorable, vous me trouvez courageux. Oui, c'est une expérience intellectuelle forte. Je crois que ce qui m'a plu, c'est que c'était très structuré ce que je lui ai proposé comme plan. Et après, la rencontre humaine, c'est vrai que c'était complètement imprévu. Mais ça s'est vu assez vite, hein, dès la première réunion. Non, ce qui nous a reproché, c'est la liberté d'esprit, il y a un sens de l'humour qui est incroyable, il ne se prend pas au sérieux. C'est pas. Alors c'est le dialogue qui est au cœur de ce livre. Oui. Finalement, vous êtes un homme de dialogue, et vous avez rencontré un homme qui est profondément de dialogue également. Il dit les ponts, il faut faire des ponts, il faut se parler, il faut se toucher, il faut se serrer la main, il ne faut jamais rompre. C'est un dialogue, il aime aller vers les gens, il aime le peuple, il est amoureux du peuple, il n'aime pas les élites, il aime les gens ordinaires, il aime là, les malades, les pauvres, enfin c'est l'application directe de l'évangile, si je puis dire. Et c'est vrai. Et en plus, je pense que ce qui a réussi à faire cette espèce de rencontre, c'est à la fois un jeu intellectuel, parce que comme je le dis, maintenant 15 jours, il aime l'Europe, il aime la France, il aime les intellectuels français, il aime notre esprit voltairien, critique. On n'était pas d'accord sur tout, hein. Moi, je suis agnostique,
J'ai même pas repris les chapitres classiques sur l'histoire de l'Église dans ses rapports avec les sociétés. On était d'accord là-dessus que ce n'était pas du tout l'enjeu. J'ai pas non plus voulu aborder les questions des jeux de pouvoir du Vatican, parce que ça ne m'intéresse pas tellement, et puis il y a des vaticanistes qui sont spécialisés là-dedans. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre la personnalité politique d'un individu qui était quand même le premier pape de la mondialisation. Donc, avec en face un monde violent, sans règles, et avec une Europe, comme il dit lui-même, un peu grand-mère. Donc, la position de l'Église est fragilisée. Il y a à la fois les églises anciennes qui dorment un peu, et les églises neuves qui ont un mal fou émergé parce qu'elles sont neuves, mais c'est la tradition qui leur manque, et un Vatican au milieu qui se trouve un patrimoine extraordinaire de l'expérience de la mondialisation et qui ne sont pas dans les codes politiques et culturels de la mondialisation actuelle. Donc ce sont tous ces décalages qui l'intéressent. Et un homme qui applique l'évangile. Donc après c'est sa liberté d'esprit. Sa liberté d'esprit et cette espèce d'extrême simplicité qui me fascine. Il n'y a rien de plus compliqué que d'être simple, ça c'est clair. Et c'est un homme très cultivé, on le voit dans les quelques références culturelles qu'il a fait, j'étais obligé de mettre des notes en bas de page parce que personne ne les connaît, et qui n'en abuse pas du tout. Et qui parle, il le dit très bien à un moment donné, je ne suis pas un professeur, je suis un pasteur. Enfin, il est là, François. C'est-à-dire, j'y vais, je retrousse les manches, je ne suis pas un théologien, le peuple de Dieu est là, voilà. Et c'est, si vous voulez, pour le coup, dans notre vision hiérarchique du monde, ça c'est vrai que c'est complètement révolutionnaire, parce que c'est fini à venir l'évangile, encore une fois, mais l'évangile, on ne l'applique pas dans la vie quotidienne. Donc je pense que c'est... Et puis, quelque chose que j'ai plusieurs fois mentionné, c'est cet espace-temps de 2000 ans dans lequel il circule, quoi. Alors que nous, on circule dans 3-4 siècles d'épaisseur. Et il est naturellement là-dedans. En plus, il vient d'Argentine, mais en fait, il vient d'Italie, parce que les parents étaient émigrés depuis 6 ans seulement quand il est né. Donc il a l'Argentine, l'Amérique latine, le rapport toujours contentieux et difficile avec les États-Unis, l'Europe comme arrière-cour. Par exemple, il le dit dans le bouquin, à 3-4 ans, ils écoutaient religieusement, merci la radio d'État de l'époque. La radio d'État de l'époque, à 15h, le samedi ou le dimanche, je crois que c'est le samedi, il mettait systématiquement des opéras italiens. Donc le gosse, à 3 ans, il était dans la musique italienne. Ce qui donne une espèce de vision du monde qu'il a comme relativement vite élargie. Et puis c'est la force de l'Église, et c'est catholique, et c'est la force de ce pape, c'est-à-dire être capable de dire des choses compréhensibles par des millions d'individus dans des différentes langues. Je ne sais pas comment il fait. Voilà, je reviens d'Amérique latine, une semaine après lui par hasard, pour des raisons scientifiques, de Colombie. Il a fait 4 messes à plus de 800 000 personnes, voire 1 million. On va me dire, bon, c'est la Colombie, c'est l'Amérique latine, oui d'accord, mais quand il est à Bangui en Afrique, ou quand il est à Phnom Penh, c'est partout pareil. Donc, d'où vient cette force qu'il a de toucher à l'universel par des mots extrêmement simples. Ça, je trouve que Jean-Paul II était capable, bien sûr, d'être un pape mondial aussi, mais d'abord c'était un Européen, Jean-Paul II, et ensuite de ça, quand on écoute ses discours, c'était des discours religieux. Donc il y avait quand même la culture. Là, n'importe qui peut comprendre ce qu'il dit. Moi, j'ai jamais vu ça. Paul VI était un intellectuel. Jean XXIII ne disait pas grand-chose à l'époque, il ne disait pas grand-chose, mais lui, par contre, dans la déclaration d'hier sur Caritas, là, oui, parce qu'il lâchera jamais les immigrés, en sens de nous sommes tous des immigrés, nous devons ouvrir les bras pour les recevoir. Il a fait un texte qui est très bien, parce qu'il rappelle ce qu'on sait, on oublie toujours, que l'Église, depuis toujours, a pris position pour les migrants, pour les immigrés, pour les réfugiés. Et il cite naturellement ce qu'a dit Paul VI là-dessus, ce qu'a dit Jean-Paul II là-dessus, ce qu'a dit Benoît XVI là-dessus. Et moi, c'est ce qui me fascine, ce qui n'est jamais perçu à l'extérieur, dans une lumière extrêmement appliquée l'autre, c'est qu'il y a une continuité des positions de l'Église qui est extrêmement réelle, qu'on ne voit pas. Parce qu'on oublie ce qui est dit un pape, disant un point, disant un vaccin. Là, vous décrivez un homme profondément politique. Même dans l'expression la plus noble, ce qu'il dit souvent, hein, tout au long de ses pages, sur la politique. La grande politique. L'Église doit s'occuper de grande politique, c'est de charité, c'est-à-dire de dénonciation des inégalités, de dénonciation des puissants qui ne font rien. Et donc j'ai retenu cette phrase parce qu'il y a un très beau passage dans un des premiers chapitres, ou le premier d'ailleurs, qui est Paix et guerre, enfin en tout cas dans Politique et Société. Il s'exprime donc longuement, et notamment il y a cette théorie du polyèdre qui est merveilleuse. Quand il dit faire de la politique, c'est accepter qu'il y ait une tension que nous ne pouvons pas résoudre. Or, résoudre par la synthèse, c'est annihiler une partie en faveur de l'autre. Vous avez dû forcément être un peu bluffé, je pense,
parfois. C'est que j'étais bluffé, mais j'étais d'accord, parce que je ne suis pas hegelien, il n'est pas hegelien, il ne croit pas à la synthèse, qui est toujours une domination. Et moi, c'est vrai, dans ma théorie de la communication, je ne parle que de rapport de force et de négociation, donc par des hasards invraisemblables, on se retrouve avec la même philosophie de la société, des relations humaines, du pouvoir. Et il a tout à fait raison, l'attention est une chose qui est permanente. Négocier à partir de l'attention, c'est toujours mieux de penser qu'on peut faire de la synthèse. Dès qu'on fait de la synthèse, en général, on met en prison les gens. Celui qui a fait de la synthèse tue les autres. L'histoire de l'humanité est remplie. Donc cet homme qui dit non, non, il n'y a pas de synthèse et des tensions qu'il faut rendre communicables. En fait, sans le savoir, il a une théorie de la communication, je me souviens plusieurs fois qu'il rejoint exactement la même, ce qui est invraisemblable comme hasard intellectuel. Après, comme je le connais mieux maintenant, je comprends mieux. Mais c'est une théorie extrêmement rare et extrêmement, comment dire, non seulement novatrice, mais humaniste, parce qu'elle consiste à dire les mots contre les coups. Tant qu'on peut s'échanger les mots, on ne se tue pas. C'est la même chose dans les relations privées. Tant qu'on s'engueule, ça va. Le jour où on se tait, c'est que la séparation est proche, ou que la guerre est proche. Donc il est quand même marqué par une histoire politique très forte. Il vient d'Europe, il y a le péronisme, il y a le début de la démocratie, il y a les dictatures de toute l'Amérique latine. Il faut voir ça, c'est une histoire politique. Donc, et il n'a jamais été... Il est avec les jésuites, en tension avec eux, pour ne pas dire plus. Et après, il est quand même constamment, pendant 10 ans, hors de Buenos Aires, et après à Buenos Aires. Et là, pour ceux qui connaissent l'Argentine, c'est un pays quand même... Donc il a tout ça comme expérience, mais c'est un politique, mais un politique au grand sens du terme. Et un communicant, c'est oui. ce qu'on découvre de façon étonnante d'ailleurs, c'est-à-dire on le savait, il est connu, apprécié, en tous les cas on le sent, l'aura qu'il peut avoir dans le monde entier le prouve, mais en revanche quand on lit votre livre, vos conversations, ce qui frappe c'est qu'à l'heure d'une société qui est normalement terriblement communicante, là on se rend compte à quel point il a une vraie vision, c'est-à-dire qui est peut-être beaucoup moins simpliste que celle qu'on en a de la communication, que c'est un vrai défi qu'il faut relever aujourd'hui. Oui, le défi de la communication qui relève, c'est pas tellement les techniques, lui il croit mollement. Bien sûr, il faut de l'Internet et tout ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous foutez sur Internet, quoi? Il ne peut pas me dire, oui, j'ai rien à y faire, mais j'y vais quand même parce qu'il faut y aller. Et ce qui l'intéresse, c'est la rencontre physique. Donc c'est les voyages. C'est un homme du peuple, il dit il y a quelque chose à faire, c'est passer le temps à parler, ou ne pas se parler, en tout cas se toucher. Se tenir la main. Se tenir la main. Le premier des ponts, c'est se tenir la main. Ce qui se fait d'ailleurs dans la liturgie maintenant, depuis Vatican II. Donc de ce point de vue-là, il est complètement en phase. Mais il a une théorie de la communication qui est politique, c'est-à-dire en sens où c'est les hommes qui doivent se parler pour éviter de se battre. Et oui, bien sûr, il faut des tuyaux, mais en gros, mais c'est la force. C'est là où il y a un dialogue de soi entre lui et moi. Je lui mets la force de l'Église, vous ne la voyez pas. Elle est depuis des siècles de faire ça. Elle a fait des massacres et tout ça, mais la force de l'Église, c'est justement cette espèce d'expérience de la communication humaine. Et aujourd'hui, où le monde entier est saturé de tuyaux dans tous les sens interactifs, le génie d'Europe catholique, s'il était capable de le dire plus nettement, c'est d'écouter très bien, mais ça ne sert pas à grand-chose tout ça. Et elle a une expertise de plusieurs siècles, comme l'expertise du silence, comme l'expertise de la marche, des choses comme ça. Et d'ailleurs, dans les choses positives que je lui ai dit plusieurs fois qui l'ont intéressé, parce qu'en fait, il n'a pas réfléchi d'un point de vue théorique sur la communication, mais d'un point de vue empirique. Je dis, vous avez un patrimoine d'Église catholique, là-dessus je suis catholique, un patrimoine politique au sens large, extraordinaire, sur les conditions d'une communication humaine, plus importante qu'une communication technique. D'ailleurs, ça fait l'objet vraiment d'une vraie réflexion à deux, là, que vous avez sur justement, au préalable de la communication, il y a le silence. Oui. Et je lui dis d'ailleurs, je l'aiderai à faire une encyclique sur la communication. Alors évidemment, je ne ferai pas une encyclique sur la communication, et comme c'est ma vie, une théorie de la communication, en fait de l'incommunication, c'est la communication qui m'intéresse, parce que c'est l'horizon de la communication. Et ce qui est extraordinaire dans cet homme, c'est qu'il n'y a aucune illusion sur les individus, mais il y va. Il y va. Il est heureux quand il est dans sa papamobile à parler avec les gens, les voir, etc. L'autre jour, la dernière fois que je l'ai vu, il y a une femme qui criait fort « Achetez un chien, achetez un chien !» Alors il a dit « Arrêtez les papamobile, pourquoi faut-il que j'achète un chien ?» Eh bien parce qu'avant de manger, vous allez donner à manger au chien, et puis si le chien ne meurt pas, ben vous pouvez manger. Voilà. C'est-à-dire qu'il est dupe de rien, quoi. Mais il y a une phrase que j'adore, il dit « Rien ne m'effraie. Rien ne m'effraie. »
Mais ça, vous dites d'ailleurs que c'est peut-être la chose la plus importante que vous ayez retenue, qui vous ait plus touché. Oui, et puis... pas facile, pas facile. Non, rien ne m'effraie, c'est une chose, mais ce qui m'a le plus ému, c'est un soir, il m'a dit en partant, parce que ce qui est assez étrange d'être dans une petite pièce et de voir arriver le pape, tout seul, il est chez lui, quoi. C'est un drôle d'effet. Et en partant un soir, il m'a dit comme ça, une espèce de semi-confidence, pas facile, pas facile. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus profond? Ça renvoyait toutes les dimensions de son expérience, son action, son existence. Et la modestie aussi. En vous disant, j'ai lu. Bon, j'ai un peu d'émotion. Parce que je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus fort. D'un champ de bataille, de la politique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus fort? Pour rappeler la dimension humaine de l'existence collective. Pas facile, et alors avec ça, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Je pense que c'est anthropologiquement la phrase la plus forte que peut dire quelqu'un. Je pense que si nos politiques disaient de temps en temps ça, ils auraient 200 000 fois plus d'accord. Parce que c'est reconnaître la modestie de ce qu'on peut faire. Mais il y a des trucs sur lesquels il n'achète pas. Il déteste l'hypocrisie, il déteste les pensées rigides, il déteste le racisme contre les immigrés, il déteste la puissance des riches et leur vanité, il déteste les curés d'aéroport et les évêques d'aéroport. Il est net, hein. J'ai repris des discours, parce qu'il a quand même dit des discours dans le monde qui sont extraordinaires. J'ai repris 16 discours à lui en les coupant. Là, il était ravi parce que c'est vrai, c'est des discours que personne ne lit. Et vous verrez dans le chapitre 7, il y a 2 discours qu'il a tenus à la Curie, le 20 ou 22 décembre 2014, et la même chose en 2016, ce qu'on appelle les maladies curiales de la Curie. Les maladies curiales, ça s'applique à tous les gouvernements du monde, à toutes les autorités. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il leur a dit ça en 2014, les cardinaux de faire une tête pas possible. J'ai pas d'image, mais en 2016, écoutez, il y a eu des progrès, mais on va pouvoir préciser. Et clac, il en remet une abonnée. J'imagine la tête des cardinaux. Non, il faut une liberté d'esprit formidable, je trouve, voilà. Alors, ce qui se dégage aussi de votre livre, et à la relecture, ça m'a frappé, c'est qu'il y a quand même une sémantique bien particulière. J'étais très frappée, même très émue, quand vous évoquez la miséricorde, le synode sur la miséricorde, et vous lui posez la question du bilan. C'est pas un mot qu'il aime, le bilan. Et donc il élude un petit peu, et surtout il essaye de voir un peu les fruits d'abord. Et il dit juste que cela a été une grâce. Et en fait, c'est ça le bilan pour lui. Et là, il a vraiment... C'est quelque chose que vous avez découvert. Moi, ça m'a frappé, là, la relecture. De toute façon, c'est un livre à plusieurs lectures. Hein. Alors, un mot d'épistémologie, enfin de travail. J'ai eu énormément de mal à faire ce livre parce que j'ai choisi une méthode qui n'est absolument pas classique. C'est que j'ai gardé les silences, les rires, les demi-répétitions, les mouvements où il parle, il ne répond pas, soit par langue de bois, soit par silence, soit parce qu'il ne sait pas. Donc c'est une écriture d'un dialogue qu'on ne trouve pas habituellement. Et j'ai mis exprès cette épaisseur et cette humanité, et parfois des contradictions, pour que le récepteur, qui est le troisième personnage, c'est-à-dire vous et moi quand on lit, puisse entendre, et on peut lire ce livre à plusieurs niveaux. Il est extrêmement simple d'abord, donc vraiment simple, mais en même temps, il se joue autre chose entre les lignes. Et je suis ravi d'un point de vue de chercheur d'avoir réussi à faire un acte de communication qui soit à la fois très simple et assez compliqué. Et vous avez raison, moi quand je relis de temps en temps, j'entends autre chose que ce que j'ai entendu à l'époque ou ce que j'ai maintenu. Je précise que quand je lui ai donné le manuscrit à lire, naturellement, il a validé 99%. Il n'a retiré que des événements qui pouvaient être reconnus par des acteurs d'Argentine. Mais sinon, toutes ces hésitations, tous les moments où il n'est pas d'accord, tous les moments où il dit je ne sais pas, il faut que je réfléchisse, et il a tout gardé. Donc j'avais eu plus de difficultés avec le cardinal Lustiger. Donc comme et oui. Par contre, il a fait son coup tout seul, ça c'est vrai. À mon avis, il y avait 4-5 copains qui le savaient, personne. Moi, je me suis baladé là-dedans, personne ne m'a jamais demandé. Il faut dire que j'allais voir le pape, mais c'était tout. Et ça, je trouve que c'est... Il est malin. Voilà. Parce qu'il ne savait pas qui j'étais quand il a dit « Oh putain, celui-là, il est bien, parce que quand même, il est vif, il est rapide, il n'est pas conformiste, il est rationaliste, il m'emmerde sur la laïcité, tout ça. » Il a dit « Oh putain, ça c'est bon pour moi. » Et il avait raison.
Parce que finalement, je suis un meilleur ambassadeur des idées qui peut dire le style et compagnie qu'un homme incalculable. Chacun sa place, oui. Mais moi, en tant que laïc, rationaliste, agnostique, d'ailleurs cet homme plaît souvent plus aux athées et aux agnostiques qu'aux chrétiens. Et que même aux cathos. Je regarde cet esprit s'il existe. Il était présent en tous les cas à un moment donné. Ah oui, ça il est malin, parce que t'entends. Mais il y a un moment donné, c'est l'humour, parce que par exemple, la dernière fois, il y avait un autre interprète. Bon, là, je dis, je vais vous parler seul, comme il comprend très bien le français. Alors, je demande à l'interprète de sortir pour discuter seul avec lui. Et puis, lui dit à l'interprète, en italien, oui, il vous demande de sortir parce qu'il veut que je le confesse. Et moi, je sursaute comme un cabri rationaliste laïque, bien franchouillard. Je dis, mais j'ai aucune envie d'être confessé par vous. Et là-dedans, mais il éclate de rire, parce que par définition, la nature de la relation, c'est pas de cet ordre-là. Mais je me suis dit, bon Dieu, le nombre de chrétiens qui rêveraient d'être confessés par le pape. Vous êtes fait retourner comme une crêpe. Il a dit, oui, je sais bien. Je dis, non, écoutez, je veux pas, j'ai pas envie. Mais il ne m'a rien demandé sur mes... Il m'a posé quelques questions personnelles sur ma famille, etc. Mais non, il a un naturel. Mais l'histoire qu'il raconte sur le séminaire, le copain de Jean-Paul II, pour ceux qui ont lu le livre, c'est extraordinaire parce qu'on disait à Jean-Paul II, il y a un gars complètement torché devant Saint-Pierre qui dit qu'il vous connaît très bien, qu'il était au séminaire avec vous. Et l'histoire qu'il raconte, elle veut bien dire ce qu'il aime dans le peuple. Alors Jean-Paul II dit, ben, faites monter le gars arrive, et il se parle immédiatement en polonais, et Jean-Paul dit, mais je le connais, j'étais au séminaire avec lui, et pourquoi t'es parti? Parce que je voulais des femmes, je n'étais pas fait pour être curé, tout ça. Et Jean-Paul lui dit, mais là, donnez-lui de quoi se laver, s'habiller, etc. Et puis, Jean-Paul lui dit, tu vas me confesser. C'est exactement, il a dit cette histoire-là, parce qu'elle reflète exactement sa philosophie de la vie. Donc, il dit, mais je ne peux pas, je ne suis pas prêtre. Il dit, mais moi, je lui donne l'autorisation de me confesser. C'est pas mal. Donc il y a quand même dans cette église des moments de... Et s'il a dit ça, François, c'est parce que par définition, ça, cette dimension humaine... me touche. Ouais. Alors, Et contrairement à ce qu'on pense, les relations entre lui et Benoît XVI ne sont pas mauvaises du tout. Parce que dans la mythologie actuelle, on dit... Oh, oui. C'est pas le même style. Hein. Il y a une photo que c'est extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez vu, ils sont sur un canapé blanc tous les deux, on a l'impression qu'ils se disent rien. Ils sont tous les deux en blanc. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit les mocassins d'or et d'argent de Benoît XVI, et l'autre, il a toujours ces gros croquenots noirs. C'est extraordinaire. Alors, ça dessine au fil, on continue, mais au fil du livre, se dessinent donc plusieurs facettes de la personnalité du pape François, que vous mettez, que vous soulignez parfois, et notamment dans vos petites introductions, quand vous rendez à chaque rendez-vous, on sent que effectivement la personnalité pour vous se dessine de plus en plus. Alors bien sûr, il y a l'homme d'une humilité sans nom, il y a l'homme dont la simplicité est remarquable, et puis il y a aussi quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'il le dit plusieurs fois, et vous allez nous en parler peut-être un petit peu, c'est que c'est quand même un homme en colère. Tout le temps. Je vous ai trouvé là-dessus. Tout le temps en colère. Ben oui, parce qu'il trouve que le monde est injuste. Que les riches et les puissants ne font rien, qu'il n'y a pas la générosité n'importe pas, que le désir de paraître est plus fort que le peuple est délaissé, que les riches s'enferment entre eux, que les prêtres sont trop dans des positions de posture et pas assez d'accueil, que l'Occident n'arrête pas de vendre sa thèse, elle est simple sur les migrants. Les pays riches foutent le bazar dans le monde, vendent des armes, déstabilisent tout. Après, les immigrants viennent parce qu'ils ont des résultats de tout ça, et on leur dit « mais non, vous n'êtes pas chez nous, allez ailleurs ». Donc il faut quand même choisir. Mais il reprend la doctrine classique de l'Église là-dessus. Hein. La seule chose où il met un appui plus fort, c'est qu'en fait, il n'est plus d'accord avec cette phrase qu'a longtemps dit l'Église, il y a des guerres justes. Lui, il dit qu'il n'y a que la paix qui soit juste. Donc là-dessus, je pense qu'il va y avoir une évolution doctrinale, il va appuyer là-dessus. Et donc, par conséquent, sur la violence, sur la haine de l'autre, sur le racisme, oui, il est en colère parce que... En fait, oui, moi je n'arrive... Au début, j'ai dit il est au pied de l'évangile, mais non, ma phrase est plus forte maintenant, il parle d'évangile. Et je lui ai dit l'autre jour d'ailleurs, je lui ai dit dites-le plus dans le monde, parce que l'évangile est un texte qui est connu par tout le monde, enfin, plus ou moins lu. Et même les athées reconnaissent que c'est un texte fort.
Et en fait, cette référence à l'évangile qui fait constamment, sans citer les références de Luc, etc., font qu'en définitive, il est compréhensible. Et c'est ça où on retrouve, entre la simplicité du texte des évangiles et sa simplicité du vocabulaire, et la colère, parce que quand on regarde les évangiles autrement, donc je pose la question, comment est-ce qu'on peut lire les évangiles et être conservateur? La réponse est formidable, il me dit, mais ça dépend uniquement de votre disposition d'esprit. Et ça me fait penser à une phrase où je me suis bien fait coincer par Lustiger dans le livre, parce que c'est évidemment, je lui avais dit quand même, ok, Lourdes, tout ce que vous voulez, mais enfin les marchands du temple à Lourdes, c'est infernal. Il m'avait fait une réponse d'une mauvaise foi totale et d'une intelligence totale. C'est la même phrase qu'a dit François pour les homosexuels. Qui êtes-vous? Qui est-on pour savoir ce que va faire de l'amulette qu'il a acheté à Lourdes celui qui l'achète? Je lui avais dit 1-0. Lustiger. Et c'est la même chose quand le pape, dans le premier voyage d'avion, dit « Mais qui suis-je pour juger les homosexuels ?» C'est la même idée. Mais c'est le premier pape à le dire. C'est comme quand il dit « Naturellement, il y aura des femmes dans la curie. » Je dis bien que le passage ne passe pas. Mais je pense qu'il viendra en France. Mais pas tout de suite. Il me dit « Vous êtes riche, vous avez tout ce qu'il vous faut. » Ah oui, je lui ai dit aussi une chose en matière de communication. Je lui ai dit d'arrêter de faire des préfaces, des postfaces partout, parce qu'ils ne se rendent même pas compte. Il se fait complètement exploiter par plein de gens qui tirent le mot. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dans ses voyages, il va que dans des petits pays violents. Et c'est extraordinaire comme choix. Il a fait pour l'instant aucun voyage dans aucune grande puissance. Parce que les grandes puissances, vous avez les moyens de vous en sortir. Bien sûr, je viendrai. Oui, la fille de Guy, je ne l'oublie pas. Ils sont rigolants, mais il parle assez bien français. Mais en gros, il dit qu'on est des privilégiés, quoi, ce qui est vrai. Alors, un homme en colère, mais qui est heureux, il le dit, hein, il est heureux là. Il est un peu en cage, hein, comme il dit. Il est en cage, mais il est heureux parce qu'il dit que l'après-midi où il a été élu, une espèce de quiétude s'est installée. Là, j'ai bien gardé tout le. J'ai quand même été très respectueux de ses mots. Une quiétude qu'il n'a jamais quittée. Il est heureux. Et je crois qu'il est très heureux parce que, d'abord, il n'y a plus de chef. C'est lui le chef. Là, ça compte. Mine de rien, l'être humain. Et ensuite de ça, je pense que c'est un homme qui a beaucoup souffert sur le plan personnel. Enfin, c'est un type compliqué. Et donc là, il est face à lui-même, au destin, à l'histoire, à Dieu. Et il est heureux, il fera ce qu'il peut. Mais il le fera jusqu'au bout. C'est-à-dire que, oui, il avait la réputation d'être un sale caractère, parce que dans la conférence des archevêques d'Amérique latine, c'est une position très forte. Hein. Et là, il va le faire. Mais il veut le faire en douceur. Voilà. Il est obsédé par les liens. Il n'aime pas les murs. Et alors, est-ce que c'est un homme libre? Ah, dans sa tête, oui. Je crois qu'il l'a payé. Avec les jésuites, ça n'a pas forcément été tout le temps. Oui. Mais par cette espèce de miracle qui est qu'il est un Européen, un Italien, un Latino. Et nous, on a de la chance parce que comment on appelle ça? Lustiger, dans la fin du bouquin, m'avait dit, vous verrez, Dominique, le prochain pape sera un Latino, après on aura un Africain et ensuite un Asiatique. Bon, ce qui est quand même pas mal pour une institution humaine d'être capable en 50 ans d'avoir... Et bon, on a eu un Allemand entre-temps, mais ça c'était le triangle Lustiger, Jean-Paul II, Ratzinger. Mais c'est vrai qu'on a un Latino, c'est un sacré changement. Et un jour, on aura un Africain, un Asiatique, c'est sûr. Et du coup, c'est des visions du monde différentes. Parce que les cultures, les langues, les histoires... Mais lui, il est formidable pour nous, parce qu'il n'est pas européen, mais il est quand même très européen. Quand il dit « l'Europe est une grand-mère, il faudrait qu'elle se réveille pour retrouver sa fécondité », il veut dire quelque chose qui est fort. Il veut dire « oh, vous êtes privilégiés, soyez plus généreux ». En fait, son principal, c'est pas de hiérarchie, pas de dogmatisme, pas de pensée rigide, pas d'hypocrisie. Et soyez généreux. C'est en fait des trucs extrêmement simples, quoi, finalement. On se demande pourquoi on n'est pas d'accord. Vous avez de belles années derrière vous, vous avez des recherches sur donc, ce qu'on évoquait, sur la communication, etc. Est-ce que cette rencontre avec le pape François vous a fait encore entrevoir des choses nouvelles et différentes de ce sujet qui finalement est le vôtre depuis si longtemps et dans lequel vous êtes un expert? Est-ce que cette rencontre a changé quelque chose dans votre même dynamique, domaine de recherche? Je l'ai dit plusieurs fois, je suis quand même content qu'on pense de la même chose
sur la modélisation, sur la communication surtout. C'est un moment où je crois que j'ai une longueur d'avance historique sur lui là-dessus, parce que j'ai pu se réfléchir, et c'est en ça que je veux l'aider. Je veux aider la réflexion de l'Église. Mais, donc ça, je suis content, parce que comme je dis, si vous dites la même chose que moi, vous serez peut-être plus facilement entendu que moi, parce qu'un chercheur, il n'est pas beaucoup entendu, hein, surtout quand il est vraiment original. Donc, si je pense comme tout le monde, il n'y a aucun problème. Et quand vous êtes vraiment original, vous le payez. Donc il m'a dit, bon, on va voir. Donc on va voir. Mais il est quand même... oui. Moi, je sais sur quoi je peux l'aider maintenant, parce que je le connais un peu. Et je pense que ça peut être utile pour lui, pour l'Église, oui. Est-ce que ça a changé ma vision du monde? Je n'en sais rien. Moi, j'ai un défaut. Je ne vois pas le temps qui passe. Je suis obsédé par mes idées, par la curiosité, par les rencontres humaines. Oui, c'est sûr. Plusieurs personnes me disent, mais le journalisme, mais quand même, on a l'impression que vous êtes séduit par le pape. Mais j'attendais. On peut faire 14 rencontres avec cet homme-là sans être séduit par lui. Voilà, ça va vraiment gêner dans le crâne, quoi. Un homme qui accepte de passer des heures et des heures avec vous, qui se livre quand même extrêmement naturellement, qui montre une richesse humaine, intellectuelle, spirituelle et une capacité de responsabilité immense. Et non, ça c'est la pire des sciences sociales, celui qui prend un subjectif. Dans les sciences sociales, on n'a jamais objectif, heureusement. Et d'assumer la subjectivité, pour moi, je trouve que c'est essentiel. Je ne suis pas forcément d'accord du tout. Mais, enfin, bon, je veux dire, quelqu'un qui n'entend pas la spiritualité, c'est grave, même s'il est athée, voilà. C'est ça que je veux dire, même si on est athée. Parce que la question de la métaphysique, personne ne peut jamais s'en débarrasser. Et moi, je suis ému de la simplicité de cet homme. Parce que ça veut dire être capable d'être si simple. Nous, on sait tous ceux qui travaillons et qui écrivons, être simple, c'est peut-être plus compliqué. Et donc, la simplicité qu'il a aujourd'hui, c'est l'accomplissement de sa vie, c'est clair. Et c'est en ça que je pense qu'il est heureux. Parce que peut-être que maintenant, le puzzle se remet en marche. Mais je ne veux pas trop aller plus loin dans sa compréhension interpersonnelle, parce qu'on est tellement dans des sociétés voyeuristes. Alors, on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas poussé plus loin quand il t'a dit qu'il a fait une psychanalyse? Alors, c'est sa vie, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi, quand, comment. Je trouve qu'il y a du voyeurisme. Notre société voyeuriste, elle veut tout savoir dans la chambre à coucher. Mince, non. Il me fait une confidence là, il la laisse. Ça suffit, j'ai pas de droit dessus, là-dessus. Puis en plus, c'est un dialogue qui est compliqué entre lui et moi, parce que c'est pas des questions-réponses. Il y a des silences, il y a des fois il ment, des fois il répond pas, des fois il balade, des fois il n'a pas compris, des fois il fait, des fois il répète, mais pas de la même manière. C'est pour ça que j'ai été face à un objet compliqué, qui était justement de rendre accessible un texte en le laissant respirer. Par exemple, les rires et tout ça, qui sont énormes dans la réalité. À un moment donné, je me suis dit, c'est idiot qu'il n'y ait pas de caméra. Puis après, je me suis dit, mais non, jamais de caméra. Jamais. C'était la dimension humaine qui était intéressante. Je suis hostile aux caméras dans les studios de radio, c'est ridicule. La radio, c'est un outil de communication formidable. Maintenant, il faut toutes les caméras pour être sur les réseaux. Une radio, il faut être dans une radio comme ça, quoi. On est 10 fois plus libre à la radio qu'à la télé. Ça va, c'est le sujet. Mais... On va passer à... J'imagine que vous avez pas mal de questions à poser, donc je vais passer maintenant la parole au public. Madame. Mais c'était dur quand même. Hein. Enfin, je ne sais pas comment le dire parce que j'ai oublié, mais j'ai quand même beaucoup souffert. J'avais une trouille, à chaque fois. Et même, je lui ai amené le bouquin qui est sorti. Alors je lui avais dit, moi je suis ému, pardonnez-moi, je vais prendre une seconde. Je suis ému de l'intelligence et de la confiance qu'il m'a accordée. Je lui ai dit, écoutez, voilà, on a validé le manuscrit. Maintenant, je vais vous parler des prochaines étapes, je m'en fiche. Je vais vous montrer la maquette, je m'en fiche. Il y a un chose que je veux, c'est qu'on soit tous les deux sur la maquette, parce que même c'est vous qui avez tout fait, Dominique. Je dis, écoutez, j'ai tout fait. Pas complètement quand même, et voilà. Et donc, quand je suis arrivé pour le présenter le dernier jour du mois d'août, il est très beau, il est austère. Oh, ça fait plaisir. J'ai dit immédiatement à l'éditeur, parce que c'était une maquette de l'éditeur. Mais c'est tout, il n'a rien contrôlé, ce qui est quand même... Vous imaginez un président de la République, alors c'est pour ça que c'est pas demain la veille que je serai à plat ventre devant un président de la République, ça c'est clair, je suis mal élevé déjà, mais ça ne va pas s'améliorer. Parce que quand on voit un homme qui a cette espèce de liberté, de confiance, moi je n'en revenais pas. Parce qu'après tout, il ne savait pas ce que j'allais faire. Parce que quand au moment où on a fini les enregistrements, et le moment où je l'ai vu, c'est quand même passé plusieurs mois où j'ai travaillé solitaire, il n'a rien demandé. Moi je trouve que d'un point de vue esthétique, j'en ai des frissons, hein, je peux vous dire. Confiance humaine. Bon, voilà. J'étais trop long. Non, non, je voulais vous interroger sur le passage, enfin j'ai les bonnes feuilles du Figaro,
où il dit qu'il a été formé par les communistes, la réalité politique. Or, il ne peut pas ignorer que le communisme, ça a fait 60 millions de morts, dont un certain nombre de chrétiens, pour ne pas citer Jean-Paul II et d'autres. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser cette terminologie que je trouve assez dérangeante? Voilà. Oui, mais parce que vous avez une réaction. C'est très classique dans la communication culturelle. Nous avons à l'égard du communisme une position d'Européen, parce que nous avons le souci. Lui, c'est un latino. Et dans l'Amérique latine, ce sont les dictatures qui se sont imposées. Et donc, dans les mouvements antidictatoriaux, antifascistes, il y avait naturellement des chrétiens, des sociodémocrates, des chrétiens démocrates et des communistes. Donc, il n'a pas, par expérience, le même s'il n'est pas naïf, par exemple, le même contentieux qu'il y a vis-à-vis des pays communistes que nous pouvons avoir, nous, en Europe, une partie de... Donc, lui, quand il dit une militante communiste, c'est une paraguayenne qui est connue d'ailleurs, j'ai mis son nom en note. Je pense que ça doit être une femme exceptionnelle, et où il y a une espèce de rencontre à la fois humaine et politique. Mais naturellement, il n'est pas marxiste, puisque par définition, il appartient au mouvement jésuite qui s'est battu en Amérique latine dans une bataille qui est gigantesque, qui n'est pas terminée, qui reviendra, sur savoir jusqu'où est-ce que l'Église peut accompagner des mouvements politiques de contestation radicale, et à partir de quand est-ce que la dimension spirituelle doit rester, et donc par conséquent, l'Église ne peut pas devenir un acteur politique comme un autre. Et cette bataille, elle traverse toute l'histoire de l'Église. Avec ceux qui ne se mettent pas du tout, il faut absolument séparer le spirituel de l'action politique le plus loin possible, et ceux qui disent, mais non, au bout d'un moment, l'évangile et la contestation de l'anarchisme, ou l'anarcho-syndicalisme, ou le socialisme, c'est très proche, qui est vrai, et donc par conséquent, jusqu'où va-t-on? Et dans la théologie de la libération, qui est quand même, ça a duré 40 ans de conflit en Amérique latine, et c'est pas terminé, un nombre incalculable de prêtres ont fait, un certain nombre de prêtres et de moines, et ont fait le passage. Et du coup, soit ils ont défroqué, soit ils ont été réprimés par Rome, parce que c'est une sacrée bataille. Enfin, c'est assez douloureux comme histoire. Et donc lui, il est dans cette histoire-là, latino-américaine, pas dans l'histoire européenne. Mais par définition, il succède à Jean-Paul II. Donc c'est bien ce qu'a été la bataille de Jean-Paul II et le rôle de Jean-Paul II dans la libération. Mais c'est là où on voit la différence entre un Européen et un Latino. Et on le voit, par contre, il dit très bien que lui, il essaye, mais c'est là où il est vraiment modeste, d'avoir forgé ce concept de théologie du peuple pour essayer de garder la dimension du peuple, des masses, ce qui faisait la force comme référence idéologique du marxisme, même si en réalité ce n'était pas ça. Donc lui, il avait entendu ça comme étant cette aspiration à l'égalité et à la libération chez les marxistes, et le garder, mais le garder dans une dimension spirituelle. Et puis c'est une question, pas seulement d'épistémologie, mais de théologie. Jusqu'où est-ce qu'un prêtre, ou un chrétien, ou un catholique, enfin, peu importe, ou même pour élargir un bouddhiste, peut rentrer dans une bataille politique. Et à partir de quand la dimension spirituelle apporte une autre dimension. Et d'ailleurs, vous avez eu le même débat en Europe sur les prêtres ouvriers. Ça a été très violent. Ça a été très violent. Très violent. Parce que les excommunications ont laissé des traces. D'ailleurs, vous avez tout un courant dans l'Église de gauche qui dit que l'Église est plus volontaire, parce que l'Église déteste les ruptures, donc on essaye ensuite de récupérer. Quand j'ai récupéré, c'est pas au mauvais sens du terme, de réintégrer. Et les lefébristes, c'est typique, puis 10. Et c'est vrai, certains disent, enfin, il y a plus d'efforts faits par l'Église pour réintégrer cette tradition-là, dite de droite, que pour intégrer ou accepter les prêtres ouvriers de gauche qui ont été combattus. Mais là aussi, il faut revoir le contexte, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne pensait pas de la même manière. Là, on était quand même en pleine guerre froide. Mais alors, on aurait un prêtre, un pape africain, c'est encore une autre vision des choses. Parce que le marxisme a été identifié à tort comme étant le symbole des luttes de libération d'Afrique. Oui, et en Asie, c'est à la fois la pire des choses. Je ne pense pas qu'on aura si on a un pape asiatique, ça c'est sûr, je crois qu'il ne sera pas pro-communiste. Parce que vu ce qui se passe depuis 1949 en Asie, mais c'est intéressant de comprendre la diversité des points de vue du monde. Merci. Alors, monsieur. Mais c'est vrai, et sur la notion de populisme, je le ferai plus préciser plusieurs fois parce que vous employez ce mot qui chez nous est maudit, le peuple. Et lui dit, mais pourquoi je ne comprends pas? Et il faut comprendre dans sa formation intellectuelle qu'il est péroniste. Et si vous connaissez l'histoire un peu de l'Amérique latine, le péronisme qu'on a beaucoup caricaturé en Europe, le premier péronisme, c'est un mélange très intelligent de socialisme, de liberté intellectuelle, liberté individuelle. Péron, c'est un homme, nous, je ne sais pas pourquoi en Europe, on l'a
catégorie dans le néo-fasciste, pas du tout. Le premier Péron, après c'est autre chose, mais c'est une synthèse. Si vous voulez, pour moi, l'Amérique latine est extrêmement intéressante parce que ce sont nos cousins germains et quand même très différents de nous. Voilà. Si on a des alliés dans le monde, ce sont les latino-américains, mais on est différents des deux, et si puis il y a les Européens, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour comprendre leurs différences. Eux sont plus intéressés par nous que nous par eux, pardon. Mais en même temps, les latinos, la spécificité qui me frappe, c'est qu'ils sont entre eux, ils sont 500 millions, et entre les deux langues, ils se tiennent, même s'ils se détestent. Il y a une espèce d'unité culturelle qu'on ne trouve pas en Europe et qu'on n'est pas capable de respecter suffisamment. Voilà. Parce qu'on n'est pas loin de penser que ces petits États... Les Européens, on n'est pas toujours... Monsieur? J'ai une grosse voix, là, je peux pas vous donner le micro. Vous pourriez chanter. J'ai chanté. Ah. C'est pas une question, c'est un constat. En vous écoutant, je suis frappé de la similitude, notamment sur les points de communication, entre le pape François et un autre personnage qui est Jésus. C'est-à-dire la proximité avec des gens extrêmement variés, sans aucun préjugé. Le fait de toucher aussi les traits tactiles, c'est un latino. C'est un latino, un africain, ça touche. Il n'y a que lui qui touche pas beaucoup. Et encore, on touche plus que les Américains. Si vous avez déjà vu un Américain qui touche, c'est un mauvais signe pour lui. Entre guillemets, c'est l'ironie ce que je dis. Oui, oui. Le mondialisme, puisque contrairement au judaïsme, aller enseigner toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, enfin, tous ces points-là, le Christ est un communicant fantastique. Mais il fait que... Moi, il raconte des histoires. Ah, il était au pied de... Mais dans cette référence, parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais elle m'a fasciné tellement c'est... J'ai dit, écoutez, vous avez un patrimoine formidable de l'Église catholique qui est sur la compréhension de l'autre, même si vous avez massacré beaucoup de culture et de langues. Vous avez quand même fait les premiers dictionnaires des langues, etc. Jusqu'à cette révolution de Vatican II, où en fait, on prie dans toutes les langues du monde, le latin, ce qui est quand même une innovation d'une intelligence exceptionnelle. L'Église catholique a été la première institution au monde à reconnaître l'égalité des langues. On ne se rend pas compte, mais personne, même l'ONU, n'a pas fait encore. Donc par conséquent, c'est extraordinaire. Je dis, c'est quand même 62, c'est pas loin. Je dis, vous n'en tirez aucune conséquence positive. Et il me répond, mais je ne vois pas où est la question parce qu'elle est réglée depuis la Pentecôte. Alors moi j'ai bien senti quelques secondes à vraiment catéchisme. Là, je me suis fait penser que j'étais un vrai salaud, parce que j'ai fait du catéchisme à des gosses, mais comme ils n'apprenaient pas leur leçon comme tous les gosses, j'avais trouvé un système pervers, l'image me revient à la seconde, j'ai acheté des bonbons, quel salaud j'étais, et ceux qui savaient bien leur leçon, je leur donnais des bonbons. C'est dégueulasse, j'ai acheté des bonbons, on s'en fout, on a un petit péché. Ça aussi c'est formidable, quand tous les péchés au-dessous de la ceinture, c'est pas grand-chose. Le pire des péchés, c'est l'angélicalité. Ça c'est quand même formidable. Les péchés de la chair, c'est vraiment pas grand-chose. Par contre, l'angélicalité. Ça veut dire quoi? L'angélicalité, c'est qui fait l'ange fait la bête, c'est-à-dire en gros les pervers, les hypocrites. L'angélicalité, ceux qui font les anges, les hypocrites. Et bien c'est vraiment violent chez lui, et les hypocrites. Il dit, les conflits, d'accord, mais les hypocrites, mais je trouve extraordinaire, mais c'est pas grave. Quand il dit qu'il y a des prêtres intelligents, mais il raconte une histoire. Il dit, mais quand on commence à raconter nos histoires de mœurs, il dit, bon, ça va, ça va. Oui, c'est ça. Et il y en a d'autres qui disent, ah bon, racontez-moi, racontez-moi, racontez-moi. Il dit, cela, c'est pas terrible ce qu'ils font. Par contre, l'angélicalité, ça, c'est pervers. Et je trouve que c'est très intelligent, parce que dans une époque de libération des mœurs, par définition, ça chèque de tous les côtés. Et la question, c'est pas ce qu'on fait sexuellement, mais c'est ce qu'on a dans la tête, quoi. Et c'est là où je trouve qu'il est vraiment libéral, enfin au plus grand sens du terme. Alors par contre, il m'a appris j'ai pris une leçon chez lui, parce que j'utilisais beaucoup le mot tolérance. Il m'a dit, non, Dominique, tolérance, ça suppose une position hiérarchique. Le mot exact qu'il faut mettre, c'est respect. Moi, je dis souvent tolérance, donc je vous le mettais maintenant. Et donc, le respect, c'est l'égalité entre les protagonistes. La tolérance, c'est celui qui est un peu au-dessus, qui accepte que l'autre soit différent. Bon, c'est égalitaire, mais j'y ai pas pensé. Je pensais que c'était un mot noble, tout compte fait. Donc il vous a quand même bien amené oui, quelques surprises. Oui, bien sûr. Mais je l'ai coincé d'autres. Non, mais j'ai coincé. J'ai aucune prétention. Je l'ai coincé pour la bonne cause, si je puis dire. Ça lui dit, attendez, là, il y a des choses à creuser, à travailler.
Non, mais il y avait aussi, je crois, un point commun qui était un sentiment très fort entre nous de la fragilité de la paix à force de la guerre et une culture. Moi, j'arrête pas de voyager dans le monde depuis 20 ans. Comme je dis, plus je voyage, moins je comprends. Mais moi, je sais que moi, je ne comprends rien. Voilà. Et lui, quelque part, il sait bien qu'il est face à l'altérité du monde. Et qu'il y a les églises évangéliques, il ne faut pas les oublier, il y a l'islam. Il est très obsédé par le dialogue interreligieux. En gros, il dirait, bon, le judaïsme, ça va, on fait notre boulot. Parce que ça fait... Mais par contre, l'islam... Je vais devoir interrompre, je suis désolée. On vous écouterait des heures. Et on a vraiment, je suis désolée, monsieur. Je vous invite à venir ici. 20 secondes. 20 secondes, alors 20 secondes, top chrono. Je voulais savoir si vous aviez évoqué avec lui la possibilité qu'il démissionne un jour, comme le pape Benoît XVI. Réponse courte. Oui, alors, pas esthétique, personnelle, que je n'ai pas posé la question. Non, il dit tout le temps. Il aurait pu la. Oui, non, mais il dit tout souvent, j'aurai un pontificat court. En même temps, cet homme qui est d'une douceur incroyable, je le trouve avoir une volonté existentielle. Oh. Donc, peut-être, parce que, comme à côté de Santa Marta, quand on sort de Santa Marta, il est là, Benoît. Il est allé à 50 mètres, quoi. C'est fou, comme c'est tout petit le Vatican. Donc, par définition, mais je pense que, intuitivement, je peux me tromper. En gros, si je me mets dans sa peau, j'ai du mal, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, j'y suis. Si je n'essaie pas de faire ce que j'ai dans mon cœur, je ne le ferai jamais. Donc, par contre, il n'arrête pas de travailler. C'est sûr. Pas forcément à faire des encycliques, mais à restructurer, à réorganiser. Mais sur les immigrés, sur les migrants, les immigrés, les réfugiés, pardon, oui. Je suis désolée de vous couper, on vous écoutera des heures. Merci beaucoup, Dominique Volton, de votre invitation.